La paternité et l'entrepreneuriat, c'est deux sujets que je trouve passionnants et sur lesquels je pourrais disserter pendant des heures, donc je vais essayer d'être relativement synthétique aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. Ça peut être étalé, mais en tout cas d'avoir un temps dans les 3 premiers mois de l'enfant, il faut être là. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. J'ai la chance d'avoir donc pas 2 mais 4 enfants, puisqu'il y avait déjà deux petits garçons qui étaient là. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute. Julien, comment vas-tu ? Très bien, un petit peu fatigué, mais très bien. Un petit peu fatigué, que ça aurait un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. C'est ça, a priori, ça aura un petit lien. Alors, on est aujourd'hui avec Julien chez Epsor, dans vos bureaux qui sont très jolis. Il faut bien le dire, et qui ont le bon goût d'être pas loin de là où on bosse aussi, donc c'est pas trop loin, donc ça fait bien plaisir. Et j'ai le plaisir, je veux dire en toute honnêteté, que je suis très excité là à l'idée de faire cette interview, parce que c'est un sujet, alors c'est pas que les autres m'intéressent pas, mais qui m'intéresse particulièrement, parce qu'aujourd'hui, donc on est dans l'un des 2 épisodes que nous réalisons en partenariat avec le Partech Shaker, donc on salue Sarah Huet, ici elle nous écoute, j'espère qu'elle nous écoute quand même. Et on va parler d'un sujet qui est pas simple à aborder, mais je suis sûr qu'on va le faire de la bonne manière. On va parler d'entrepreneuriat et de parentalité. Alors, ça n'aura pas échappé aux personnes qui ont écouté un tout petit peu. Tu as une voix assez masculine, donc on va plutôt parler de paternité. Plutôt, ouais. Aujourd'hui. D'où peut-être le lien avec la fatigue. Et avant qu'on attaque, qu'on rentre dans le dur du sujet, Jean, est-ce que tu veux, peut-être pour ceux qui nous écoutent, dire déjà quelques mots sur l'entreprise, où est-ce que vous en êtes, qu'on puisse bien se resituer quand tu vas parler du quotidien de ton entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec plaisir, Alexis. Julien, je suis l'un des fondateurs d'Epsor. Donc Epsor, on est une 40aine de collaborateurs aujourd'hui. On a démarré il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et on vient travailler les sujets très sexy de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. On vient remplacer en fait les banques dans ce service aux salariés, qui est souvent assez mal compris par les bénéficiaires en entreprise. C'est des dispositifs qui existent beaucoup dans les grands groupes. Donc nous, on s'adresse à la fois aux TPE-PME pour leur simplifier l'accès à ce type de dispositif. Et puis de l'autre côté, on vient remplacer les banques dans les ETI et grands groupes pour revoir l'expérience collaborateur et accompagner au mieux tous les épargnants individuellement sur leur choix de gestion, leur choix de placement et les guider sur ces sujets-là. Et donc, tu l'as dit, vous existez depuis 2 ans, vous avez levé à 2 reprises. Donc, exactement. Une fois, donc 1,3 million, il ne faut pas que ça soit très si important, mais c'est important pour resituer. Et assez récemment à 6 millions, si je dis pas de en juillet dernier. Et vous êtes en train de recruter pleine puissance, la machine est bien lancée, le bébé est joli et le bébé n'est pas seul. Exactement, le bébé n'est pas seul. Le bébé est même bien accompagné de nombreux autres, parce que, et ça c'est une petite anecdote qui tombe à pic aussi, donc tu nous le diras, tu nous feras le petit point de vue de toute ta famille. La première fois où on devait se rencontrer pour cette interview a été décalée pour des heureuses nouvelles, parce Exactement. que tes 2 jumelles étaient nées à peu près dans l'environnement, et donc assez justement, et on se l'est dit d'ailleurs, que ça aurait été quand même particulièrement déplacé de faire un interview sur la paternité en start-up alors que tu devais être auprès de ta femme et de tes enfants. Exactement. J'ai la chance d'avoir non pas 2 mais 4 enfants, puisqu'il y avait déjà deux petits garçons qui étaient là, Victor 6 ans et Marcel 2 ans et demi, et on a tenté le petit 3e pour terminer la route. En fait, il y a deux petites filles qui sont arrivées,
il y a 2 semaines maintenant, pour compléter cette grosse tribu qui amène une petite crise de croissance à la maison, qui complète une crise de croissance de l'autre côté au bureau, et qui amène aussi pas mal de crises de croissance immobilière des deux côtés, pour le coup, puisque ça implique pas mal de choses côté logistique. Donc le décor est planté. Julien, 35 ans, tu as 2 petits garçons à la maison, 2 toutes petites filles à la maison, une boîte qui grossit très vite, tu es entrepreneur, tu es père, go, vous avez 1 heure. Merci. Alors qu'est-ce que ça te... Peut-être déjà, qu'est-ce que ça t'évoque, la paternité, l'entrepreneuriat, peut-être plus généralement, pourquoi c'est un sujet ? Pourquoi est-ce que, de ton point de vue, t'as pas été surpris quand on t'a dit tiens, on va faire un podcast là-dessus, on va parler de ça, et même plutôt enthousiasme, ce qui est mon cas aussi. Alors la paternité et l'entrepreneuriat, c'est 2 sujets que je trouve passionnants et sur lesquels je pourrais disserter pendant des heures, donc je vais essayer d'être relativement synthétique aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant d'aborder les 2 ensemble parce que je trouve qu'il y a vachement de parallèles en fait dans l'aventure humaine de la paternité et l'aventure humaine de l'entrepreneuriat. On crée pas une famille dans l'entreprise, mais il y a quand même, c'est des relations humaines, c'est une aventure humaine avant tout, et c'est surtout le cas dans la famille. Donc il y a plein de parallèles à faire. Il y a plein de parallèles à faire dans la construction, dans les valeurs qu'on y met, dans l'énergie qu'on y met. C'est tous ceux qui ont été entrepreneurs ou qui sont en train de le faire, qui l'envisagent, le savent ou doivent le savoir. C'est quand même beaucoup d'énergie qu'il faut mobiliser pour créer sa boîte. La famille, c'est pareil, on s'en rend compte au premier enfant, on s'en rend compte encore plus au deuxième, et là avec une doublette pour terminer, on s'en rend encore vachement compte. Donc ça fait là encore pas mal de parallèles, et je trouve que parler d'humain, globalement, c'est des choses que j'adore, donc on est en plein dedans là. Et alors, c'est vrai que là, on commence à toucher du doigt, et là, c'est moins un sujet de paternité que de parentalité en général. Il est communément admis, alors aucun jugement là-dessus d'ailleurs, que globalement avoir des enfants c'est une aventure d'une vie complète. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, d'élever, de protéger, d'éduquer des enfants. C'est quelque chose qui assez légitimement, que ce soit pour un père ou une mère, peut prendre une grande partie de son énergie, de son cerveau, de son envie, une grande partie de sa vie tout simplement. Il est également communément admis que monter une boîte, pas forcément sur les mêmes leviers, mais à la fin, il y a un petit peu bataille pour les ressources, on va dire. C'est censé prendre une très très grosse place aussi. Est-ce que avant même de parler de l'arrivée de tes 2 petites jumelles, est-ce que cet effet un peu de en fait il y a 2 parties de ma vie qui prennent beaucoup de place, sans même parler du reste, est-ce que tu l'as ressenti au quotidien? Est-ce que tu l'as anticipé au moment de lancer ta boîte? Enfin, comment ça s'est organisé tout ça? Moi on m'a souvent appris que la vie était en équilibre de plein de choses finalement. Ta vie pro, ta vie sentimentale, amicale, amoureuse, sexuelle, sportive, plein d'aspects, et tout ça, il faut que ce soit équilibré. Faut trouver toujours un équilibre. Finalement, quand tu passes ton temps à sortir quand t'es jeune, à un moment tu dis oh là, je sors peut-être trop, et puis en fait, quand tu sors plus, t'as envie de sortir. Quand tu lis trop, t'as plus envie de lire. Quand tu lis plus, t'as envie de lire. Enfin, tout est toujours une question d'équilibre. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, ma vie est assez déséquilibré, mais parce que il y a deux parties de ma vie qui prennent 120% de mon énergie. C'est ma vie de papa et ma vie d'entrepreneur. Est-ce que je m'attendais à ce que ma vie d'entrepreneur prenne autant d'énergie? C'est pas tant de temps, parce que j'ai pas le sentiment de passer plus de temps au travail finalement que j'ai passé une dizaine d'années dans un grand groupe où je bossais. Il y a du travail. Voilà, il y a du travail, les gens bossent beaucoup, ils sont aussi hyper engagés là-dessus, il y a pas de différence, et je trouve même d'ailleurs que les horaires que les gens font ici sont presque plus raisonnables que ce que j'avais l'habitude de voir en grand groupe, et en tout cas on n'a pas la culture ici des horaires intensifs, c'est pas notre mode de fonctionnement, mais en revanche en termes d'énergie, ça c'est assez exigeant, quoi. C'est-à-dire que côté pro, et de l'autre côté, il y a la vie de papa qui, elle, évidemment, prend
prend un temps de dingue, prend une bande passante du cerveau, une part de bande passante vraiment très importante. On pourra parler de ces sujets, de qui sur ces sujets-là porte le plus dans la maison. C'est maintenant des sujets importants dans l'organisation de la famille entre le papa et la maman. Je pense que les choses se rééquilibrent un peu. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 morceaux de ma vie qui prennent tellement de place qu'effectivement, la partie amicale, sportive et autres prend moins de place que par le passé, c'est sûr. Et alors, tu fais le distinguo à juste titre entre le temps et l'énergie. Je pense que c'est un distinguo qui est très très important parce que tu peux passer un temps qui est contenu ou raisonnable sur quelque chose, mais que ça te prenne soit une énergie, soit on parle de charge mentale, en tout cas un espace mental très fort. Comment tu l'as vécu, toi, quand tu es passé effectivement d'une activité de salarié où tu avais des horaires, tu avais tes enfants, à je monte un projet où tu as fait « Ah oui, en fait, ça fait pas pareil, ça fait pas vraiment pareil ». Alors, pour le coup, je dirais que j'étais déjà papa. En fait, mon deuxième petit garçon, Marcel, est né janvier 2017 et moi, je démarre l'aventure avec Benjamin à partir de juin 2017. Donc, j'étais déjà papa de 2 garçons en démarrant. Et en fait, pour moi, ça a été une vraie chance parce que justement, on peut assez vite, et j'ai vu pas mal de gens à côté qui soit sont ou ont été dans cette situation-là, on peut assez vite déséquilibrer complètement sa vie vers le côté pro parce que l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est-à-dire qu'on voit concrètement ce qu'on fait, si on développe de l'énergie derrière. En fait, si on s'arrête, la machine n'avance plus, mais plus on y met de l'énergie, plus elle avance. Donc, on a envie d'y mettre vraiment toute son énergie. Et en fait, le fait d'avoir déjà des enfants, moi, m'a forcé à garder un équilibre hyper sain. C'est-à-dire que le soir, quand je rentre voir mes enfants, en fait, je suis obligé de laisser les sujets à la maison parce que si je parle d'épargne salariale, d'épargne retraite, ça peut les aider à s'endormir potentiellement, non ? Ça pourrait les aider à s'endormir, mais globalement, ils n'en ont absolument rien à secouer. Et du coup, ça me force à parler d'autres choses et en tout cas à laisser ces sujets-là sur le pas de la porte de la maison. Et ça, vraiment, je pense que c'est très bon pour justement la charge mentale et le fait de se reposer, en tout cas de reposer l'esprit. Mais pour autant, quand les enfants sont couchés, le sujet revient assez vite sur la table, assez vite dans le cerveau, donc il faut réussir à couper assez naturellement sur ce volet-là. Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question au final, mais... Si, t'as bien compris que mes questions, c'est des prétextes pour qu'on discute. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as consciemment mis en place des... Parce que ça, c'est effectivement, c'est même pas une stratégie, c'est un état de fait. Tu l'as dit toi-même, même si tu as la tête pleine d'épargne salariale, de développement, de machin, que sais-je encore, de BSPCE plein la tête, quand tu rentres, à un moment donné, même si tu le voulais, il va falloir que tu parles de choses et que tu sois quelqu'un d'autre, à savoir un père. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mises en place, consciemment ou pas, pour justement arriver à équilibrer ? Parce que c'est un maître mot. Tu disais, de toute façon, l'entrepreneuriat, ça prend plein de place. Être un père, ça prend plein de place. Il n'y a pas de jugement, c'est plutôt de la bonne place. Mais du coup, il faut équilibrer. T'as des souvenirs de choses que tu as calibrées en cours de route ou bien qui t'ont permis d'avancer bien avant les 2 dernières. Ça, vous le voyez pas, mais il y a des cernes qui touchent par terre. Effectivement, merci. Est-ce que j'ai le souvenir de mon fils aîné qui au bout d'un an et demi d'aventure dormait pas, plus, il se réveillait toutes les nuits, du coup ça nous pourrissait aussi nous le sommeil, donc sur le long terme c'est quand même assez difficile. Et du coup on l'a emmené voir un psychologue pour enfants et en fait mon fils a fini par extérioriser le fait que papa travaillait trop, et ça m'a vraiment moi, j'étais démonté, dévasté. J'avais l'impression quand même en plus d'être toujours assez présent, c'est-à-dire que quand je suis à la maison, j'ai pas le téléphone, je suis pas sur mon téléphone, je fais en sorte de le poser pour déconnecter et être vraiment ailleurs, être pleinement avec eux. Mais c'est sûr que j'avais fait 6 mois de sabbatique avant de me lancer pleinement dans le projet, parce que j'étais en réflexion, je ne savais pas sur quoi aller, donc j'avais été présent assez fortement. Et là, d'un coup, je me prends une grosse claque dans la figure. Et du coup, ça m'a forcé à rééquilibrer aussi un peu les choses à ce moment-là, à préserver en fait des petits moments. Les enfants, de toute façon, n'ont pas forcément besoin qu'on soit là tout le temps, mais en fait, ils ont juste besoin d'avoir des moments dédiés à eux individuellement, ou dans la relation père-fils,
voilà, il suffit d'aller déjeuner un midi à la sortie de l'école, enfin le prendre à la sortie de l'école pour que on reconnecte des choses, qu'on prenne du temps dédié à eux, et le fait de s'organiser sur ça qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce que tu as changé par exemple sur ce fameux papa travaille trop, qu'est-ce que tu as changé à partir de là? En fait, on a été un peu dans un moment où on déséquilibrait. Pour le coup, on avait fait très attention depuis le début de notre relation avec ma femme à toujours équilibrer les choses. Et en fait, on était en train de déséquilibrer. On s'en était pas vraiment rendu compte parce que ma femme était hyper en soutien sur l'aventure entrepreneuriale. Elle est toujours à 300% derrière moi. Et ça, vraiment, c'est un atout maître pour pouvoir soi-même être bien dans ce qu'on fait au boulot. Donc j'en profite pour la remercier très chaleureusement. On la salue. Voilà. Et on a fait en sorte de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de ne pas être là que très tôt le matin et finalement le week-end et de temps en temps, si tout va bien, une fois le soir où je vais être présent. En fait, je me suis assuré d'être là au moins 3 soirs par semaine pour la fin de la journée, le repas et le coucher, et si possible même un peu plus, quitte à retravailler derrière. En fait, je me suis organisé différemment pour pouvoir être davantage présent et tous les matins, et si possible tous les soirs, mais quand même pas tous les soirs. Et ça a fonctionné? Ça a rapporté du rééquilibrage auprès de tes enfants, de la relation avec ta femme, tout en maintenant la boîte? Oui, clairement. Surtout pour le coup vis-à-vis de mes enfants. Vis-à-vis de mon fils, c'était assez, le fils aîné, là, pour le coup, ouais, c'était assez important. Et ça s'est assez vite vu. Et pour le coup, sans impact côté boulot. Et pour le coup, plutôt bénéfique pour ma femme aussi dans la relation, dans l'équilibre familial, quoi. C'est-à-dire que l'équilibre individuel sur les différents aspects famille, amis, pro, perso, etc. De la même manière, la famille est un équilibre et ça se nourrit par un équilibre de couple d'abord et puis un équilibre des enfants, quoi. Donc on n'avait pas pris conscience en fait avec ma femme qu'on avait finalement un peu déséquilibré le sien finalement, plutôt par ma faute, quoi. Mais... Et alors quand tu refais le film, parce qu'effectivement, tu l'as dit, tu l'as répété beaucoup de fois, l'équilibre, c'est important pour toi. Vous travaillez en équipe avec ta femme, j'imagine. Là, on parle des enfants, mais sur les autres sujets aussi. C'est vraiment le sentiment que tu dégages. Là, on a l'opportunité de regarder en arrière et de re-regarder l'histoire pour déjà toi que tu puisses le revoir, et puis peut-être pour certains qui nous écoutent. C'est quoi l'histoire d'un équilibre qui glisse vers un déséquilibre jusqu'à ce qu'un enfant ait des terreurs nocturnes et qui du coup ça permet d'extérioriser le fait qu'il se passe quelque chose? Pourquoi je te dis ça? Parce que paradoxalement, je pense à ça parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qu'on rencontre qui nous disent ça, c'est aussi une forme de chance d'avoir des enfants qui régulent la vie, parce qu'ils la régulent qu'on le veuille ou non, alors que quelqu'un d'autre, on peut un jour se réveiller en se disant putain mais en fait je bosse 100 heures par semaine, je mange plus qu'en Deliveroo et je l'ai pas vu venir ça. Ouais. Je pense à quelqu'un en particulier que je ne citerai pas. Mais c'est ce que je disais au début, hein. Pour moi le fait d'avoir eu des enfants dès le début a été une corde de rappel vraiment hyper forte. Et est-ce que j'ai le sentiment est-ce que je culpabilise sur cette période-là? Honnêtement, pas vraiment. Enfin, pas vraiment, parce que en tout cas, je me suis pas dit, je l'ai pas fait intentionnellement. En fait, c'est ça qui est important. Effectivement, je suis sûr que tu l'as pas fait intentionnellement. Mais en fait, comment tu fais en sorte de le voir? Je pense que voilà, comment c'est arrivé? Mais après, finalement, c'était un peu des signaux faibles, c'est-à-dire que il te le dit pas, et en fait, tu as des signaux faibles qui sont présents. D'abord, toi, tu es aussi finalement le déséquilibre que te renvoie ton enfant. Toi, tu peux aussi l'avoir parce que tu es plus fatigué, parce que ta femme te fait remarquer que tu es quand même pas très souvent là et tout. Mais t'es pas très sympa en ce moment. Oui, voilà. Mais finalement, c'est des signaux faibles et d'un seul coup, on a mis des mots dessus et c'est un enfant à l'époque 5 ans et demi qui m'a mis une petite claque. Je précise ma question, c'est si tu es OK avec ça, moi je suis très preneur que tu puisses re-regarder un peu l'histoire pour voir comment
brique après brique, petit moment après petit moment, ça s'installe en fait, le déséquilibre, de refaire un peu l'histoire d'un déséquilibre qui se creuse, parce que même s'il y a eu effectivement le rappel à l'ordre, c'est intéressant de voir comment ça se fait, parce qu'on en est tous là, hein, on va pas se raconter d'histoire, mais le fait de pouvoir le relire, ça permet aussi potentiellement dans le futur d'être alerte sur certains signaux potentiellement. Honnêtement, je pense qu'on développe une forme de... Enfin, on développe des endorphines dans l'entrepreneuriat, c'est comme des sportifs au niveau, c'est-à-dire qu'on devient addict à ce qu'on développe, à ce qu'on crée, et sans infidélité pour ma famille, au fond, c'est un autre bébé, c'est un autre chapitre qu'on ouvre à côté. Avec ses associés, et je le vois vraiment un peu comme ça, même si la différence, c'est que ce chapitre-là, le chapitre de l'entreprise, moi je sais qu'en l'ouvrant, il y a un moment où on le refermera. C'est-à-dire que c'est la grosse différence avec sa famille et ses enfants, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on ouvre, qu'on ferme, c'est un truc, ils seront ravis de savoir que tu comptes pas refermer. Voilà, exactement. Ce chapitre-là. Papa est parti chercher des cigarettes et il n'est jamais revenu. Papa va rentrer. Promis. Mais en fait, de l'autre côté, on sait que côté entreprise, c'est différent. C'est vraiment pas la même chose qu'on crée, mais il y a quand même une aventure humaine qu'on est en train de développer. On voit des premiers signaux, des premiers clients, des premiers produits, etc. Et donc, il y a quand même une adrénaline qu'on vit au quotidien dans l'entrepreneuriat, qui fait qu'en fait, ça attire et ça donne envie de se donner à plein régime. Et on n'a pas, moi, je n'avais pas pris conscience que j'étais finalement dans ma tête à plein régime, quoi. Et est-ce que je pourrais finalement, ça a été c'était la chose qui m'a fait faire tilt. Ouais. Ce que tu soulèves là, qui sera pas le cas pour tout le monde, c'est que toi, la partie quelque part qui était la plus piégeuse, vous voyez pas, mais je fais des guillemets, c'est pas très audiophonique ce que je suis en train de faire. C'était pas le stress de l'entrepreneuriat qui est une réalité. Tu peux avoir la pression mise par des associés, des investisseurs, d'autres, etc. Là, c'était vraiment le kiff, l'adrénaline du projet. Moi, l'image qui me vient, même si elle est un tout petit peu infantile, mais c'est parce qu'on parlait d'enfants, c'est tu viens à table et tout. Non, je termine ma partie au jeu vidéo parce que c'est encore excitant. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais je vois bien le parallèle quand même. Ou je reste jouer encore dehors avec mes copains, c'est pareil. Oui, non, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on prend il y a à la fois de la pression client, il y a quand même des contraintes. C'est pas que de l'adrénaline, il y a aussi des contraintes. Mais c'est ce qui t'est venu spontanément en tout cas. Oui. C'est-à-dire qu'on développe, on est quand même en train de créer, et quand bien même c'est parfois sous la contrainte d'un client, du besoin client, d'un besoin de report à un investisseur, etc. Et pour le coup, honnêtement, je vais pas dire que tout est rose, c'est pas du tout, ce serait vraiment mentir, mais c'est pas ce qui me... J'ai pas vraiment l'impression de vivre sous contrainte côté boulot. Et pourtant, on en a, mais c'est les contraintes que nous, on se donne, des contraintes de développement de la boîte, de l'amener à l'équilibre, de la développer. Mais je ressens pas de la pression extérieure sur ces sujets-là. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. On parlera plus tard du côté être un homme, être père, parce que c'est ça, ses particularités. Toujours dans juste le fait que tu sois parent. Comment ça... Est-ce que c'est quelque chose qui joue, qui est entre guillemets dans le champ, dans la relation avec les équipes, avec ton associé, avec les actionnaires? Est-ce que tu as des remarques déplacées du genre tu pourrais te donner un peu plus sans citer quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui est neutre, qui est bénéfique, négatif? Et je pense à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont pas encore pères, qui sont pères, les mères également. Comment tu le vis au quotidien, ça? Moi, je n'ai pas d'enfant, pour ceux qui se posent la question. C'est pour ça aussi que je suis curieux. Et je suis entrepreneur. Ça se voit pas pour ceux qui écoutent, mais je souris bêtement depuis que tu as commencé à poser la question, parce que j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit. J'ai vraiment eu aucune remarque déplacée sur le fait que j'avais des enfants ou que j'allais en avoir deux autres. Et je pense que pour le coup,
c'est vraiment très différent, malheureusement encore, entre un homme et une femme là-dessus. Le fait d'être impliqué dans sa famille en tant qu'homme, souvent les gens nous regardent avec des étoiles dans les yeux et disent « Ah, c'est super, un homme qui s'implique, etc. » J'ai souvenir dans mon précédent job, quand je partais pour aller relever la nounou à 18h, 18h30, tout le monde trouvait ça génial dans le service. Et puis, quand c'était une femme, une collègue qui faisait ça, il y avait des gens qui disaient « Oh là là, mais elle est déjà partie, quand est-ce qu'on la voit ?» Enfin, vraiment, c'était caricatural et je me disais mais mon Dieu c'était 2015 quoi. Je me disais mais est-ce que c'est encore possible? Bah oui, malheureusement c'est possible. Là honnêtement chez Epsor la moyenne d'âge est quand même relativement jeune, donc il y a assez peu on avait jusqu'à présent très peu de salariés qui avaient des enfants. On a seniorisé pas mal, on a recruté, on a doublé les effectifs en 4-5 mois là, donc et dans la même veine, on a recruté pas mal de gens qui sont parents. On a un club des parents Epsor, et du coup on se partage un peu ces tips là. Pour le coup, vous partagez quoi comme tips par exemple? Il y en a beaucoup qui ont des très jeunes enfants, des bébés qui viennent d'avoir leur premier bébé, ou enfin voilà, il y a donc les types 1 mois, 6 mois, nounou, donc de choses exactement de nounou. Marion m'a refilé les contacts de sa nounou puisque son enfant partait à la crèche et tout, donc on se file quelques bons tuyaux. Mais globalement, avant, les autres salariés se moquaient un peu de moi puisque j'étais un peu le plus vieux avec ses enfants. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais pour le coup, tout le monde est hyper bienveillant et on a une entreprise, et surtout une entreprise qu'on crée, elle en tout cas, elle est surtout alignée avec les valeurs qu'on y met. Et en l'occurrence, Benjamin, mon associé, et moi, on a mis dans l'entreprise les mêmes valeurs que celles que moi j'ai dans ma famille avec ma femme et mes enfants. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu tout ça. C'est plein de cousins finalement. Ton associé Benjamin n'a pas d'enfant, lui? Non, il n'a pas d'enfant. Est-ce que ça crée un déséquilibre d'une manière ou d'une autre, qu'il soit grave ou pas, entre vous, comme le fait, je sais pas, qu'il travaille peut-être plus ou qu'il a encore plus d'énergie à mettre ou pas? Enfin, comment ça se trame ça au quotidien? C'est sûr que on n'a pas les mêmes contraintes sur la fin de la journée. Enfin, voilà, le matin, au début d'ailleurs, au début et à la fin de la journée, donc on n'a pas les mêmes contraintes. Ni des fois au milieu quand tu. Des fois au milieu, mais non, en l'occurrence, ça n'a pas du tout créé de problème. Benjamin, on se connaissait depuis pas mal d'années, donc c'est pas comme s'il découvrait la situation en arrivant. Et pour le coup, le jour où je lui ai annoncé qu'on attendait un troisième, puis ensuite je lui ai annoncé qu'au fait d'un moment il y avait des jumelles et donc ce serait 3 et 4. Voilà, il était ravi pour moi, pour ma femme et moi. Il nous connaît tous les deux, donc il n'y avait pas de problème. Et puis il est assez compréhensif sur tous ces sujets-là, donc ça n'a pas été un déséquilibre. J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit quand même. Au moment de la deuxième levée de fonds, c'était sur le fond de la blague, mais quelqu'un m'a dit heureusement qu'au comité d'investissement, on n'a pas su que c'était des jumelles, sinon on aurait peut-être regardé le dossier différemment. C'était quand même sur le ton de la blague, donc ça m'a pas offusqué, mais voilà, je pense que c'est quand même. Et surtout les gens qui investissent, qui peuvent parfois être plus âgés dans les comités d'investissement, peuvent se dire, savent que c'est quand même un moment où on va mettre pas mal de l'énergie à côté. Et en même temps, moi je trouve ça hyper salvateur pour la boîte à un moment qu'on soit obligé d'être sur les bonnes. Ça force à être sur les bonnes prios en fait. Quand on est là moins souvent, on est obligé d'être hyper efficace et de se concentrer sur l'essentiel. Donc le laser focus devient obligatoire. Là pour le coup il n'y a pas de sujet. On va attaquer l'éléphant dans la pièce, elephant in the room, et je suis ravi qu'on puisse en parler de manière miroir dans cet épisode et dans l'autre épisode donc, qui parle de maternité, d'être une mère et entrepreneur. Tu l'as dit, c'est un mystère pour personne. Quand tu es un homme, et que tu es père et que tu es travailleur, à plus forte raison quand tu es entrepreneur, c'est assez facile de tomber dans une extrême ou l'autre. C'est un peu comme ça que ça se passe en tout cas en France. Soit tu tombes dans l'extrême de l'incroyable chevalier servant, c'est-à-dire c'est un père, il a lavé une assiette, quel grand homme, quelle grande âme, ah là là, tu te rends compte, il part à 18h30, alors que derrière il y a toute la guilde des mères qui font ça de base, et c'est censé être normal, voire c'est chiant.
donc c'est quand même assez moche. Mais à l'autre bout du spectre, et c'est quand même une réalité pour certains parents, père, il y a l'inverse qui est de dire de toute façon il est père, il n'a pas vraiment besoin de congé paternité parce qu'il n'a pas besoin de recovery, je dirais, physique, et puis bon, un enfant en bas âge il a surtout besoin de sa mère, et en fait quand on tire un peu le fil, à la fin on attend quand même de toi que tu sois un travailleur. Et la partie père, on s'en fout parce qu'il y a une mère ou une nounou à la maison. Et moi on parle souvent de ça avec des entrepreneurs qui sont donc père ou mère, parce que, ou des fois même des couples d'entrepreneurs où les deux sont entrepreneurs, donc il y a tout à la maison. C'est quoi ton opinion là-dessus, finalement ? Moi, j'adorerais qu'on allonge fortement le congé paternité. Je trouve ça hyper important d'être présent au début. Alors, pas forcément les 15 premiers jours. Enfin, ça peut être étalé, mais en tout cas, d'avoir un temps dans les 3 premiers mois de l'enfant, il faut être là parce qu'en fait, le fait d'être présent et le fait d'être là pour les premiers changes, les premiers pleurs, les premiers bains, en fait, ça oblige à prendre conscience à la fois des bons côtés, et ça crée du lien, et puis en même temps, on prend conscience de tous les à côté, de la charge mentale d'avoir un enfant à la maison. Et je pense que c'est important de le partager. Pour le coup, moi, je suis un fervent défenseur de congé paternité. Je ne comprends pas qu'en 2019, ce ne soit pas le cas. Enfin, vraiment, pour le coup, ça me paraît délirant en termes de parité homme-femme, qu'on n'implique pas plus les... Enfin, et c'est à la fois qu'on ne pousse pas un peu les papas à s'impliquer, et surtout qu'on ne le permette pas davantage. C'est-à-dire que c'est difficile. Moi, j'ai souvenir, quand on est salarié, on a 3 jours, plus 11 jours calendaires où on est... payé par la Sécu et plafonné au tarif de la Sécu, et puis sinon, si tu veux, tu prends des vacances, quoi. Mais en fait, sinon, il n'y a rien. Ou si tu veux, quand tu es entrepreneur, tu travailles pas, fais bien ce que tu veux. Mais alors, après, voilà, évidemment. Et alors, du coup, là, moi, je me retrouve là dans une situation, pour le coup, que j'avais pas anticipé. C'est, je suis pas salarié pour l'instant. Du coup, j'ai pas de congé paternité. J'ai pris 10 jours après la naissance, c'est trop peu. Pour le coup, j'ai l'avantage de pouvoir étaler dans le temps les congés comme je le souhaite, et de pouvoir prendre du temps. Cette semaine, je suis plutôt à mi-temps. La semaine prochaine, je serai à 60%. La semaine d'après, à 80%. Enfin voilà, je vais étaler aussi en fonction du besoin. On est dans une période un peu perturbée à la maison, donc on a la capacité de pouvoir ajuster en fait la charge de travail par rapport à ça, mais je trouve qu'il faut aller bien plus loin dans l'implication des papas. Enfin, ça me plaît de changer les couches, ça me plaît de donner les biberons. Enfin, c'est des moments où on crée aussi du lien. J'ai eu la chance en fait de pouvoir prendre. J'ai forcé un peu le trait, mais mon entreprise a accepté que je prenne 6 semaines à la naissance de mon premier enfant. Et du coup, j'étais hyper présent. C'était vraiment dans génial. Ta vie de salarié, ouais. Dans ma vie de salarié. Pour le deuxième est arrivé au début d'une période où je suis parti en congé, qui était un congé sabbatique pour partir dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, j'ai aussi eu du temps à la naissance de mon deuxième enfant. Et du coup, je sais la valeur que ça a de pouvoir créer ce lien très tôt. On le crée quand même si on travaille, mais ça permet d'être plus disponible, d'être aussi moins éclaté. Le premier enfant, on est juste défoncé. Donc, ça permet de garder aussi la tête froide. J'ai vu là cette semaine que Shine allait jusqu'à 5 semaines de congé paternité. J'ai trouvé ça super. Ça fait partie des sujets que on aimerait bien, mais on est encore honnêtement dans un moment où économiquement c'est un peu compliqué pour nous, mais pour faire ça, la situation va bien, mais c'est quand même pas rien, et surtout on a 30 000 prios, donc c'est la difficulté par rapport à tout ce qu'on veut faire d'un point de vue valeur humaine, ressources humaines, à la fois d'avoir un modèle économique à atteindre et à faire tourner, et puis à côté, on parlait tout à l'heure d'un autre exemple, mais d'allier les besoins économiques, et puis en même temps de faire tout ce que tu as envie de faire sur d'autres sujets, et notamment sur le plan des ressources humaines. De manière très concrète, parce qu'effectivement, je me suis jamais posé cette question. Donc tu es président non salarié ou directeur général non président non salarié. Comment ça se passe ? Il y a un encadrement qui existe, ou bien c'est juste si tu veux pas travailler, tu travailles pas, mais avec tout ce que ça implique. C'est une vraie question. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. En fait, ça dépend de. Si tu es président salarié, tu as un contrat de travail. Si tu es non salarié, c'est défini
par ton mandat en fait, qui t'est donné par le conseil d'administration et du coup tu peux avoir des congés à l'intérieur, mais en fait c'est une indemnité au titre de ton statut de mandataire social. Et là, ça dépend du cadre qui est défini. Et donc, dans ton cas, tu as eu des jours indemnisés et des jours que tu as pris off. Comment ça se passe? Alors, en l'occurrence, c'est un cadre qui est en train d'être défini, justement. Moi, pour l'instant, je suis rien. Moi, je suis président de nos salariés, mais sans cette indemnité-là. C'est mon statut aussi, c'est pour ça que je suis un peu inquiet. Sans cette indemnité-là. Donc, en l'occurrence, voilà, t'as pas de congé paternité, t'as absolument rien. T'es pas couvert par quoi que ce soit. Donc, très concrètement, tu as arrêter de travailler pendant quelques jours, c'est ça. Et après, pour le coup, j'avoue que j'ai pas demandé l'autorisation pour m'arrêter de bosser pour la naissance de mes enfants. Enfin, non, mais j'imagine bien. Mais donc, de manière très concrète, c'est plus une discussion avec ton associé, les équipes, tes actionnaires, et de dire. Oui, en l'occurrence, on en a tacitement parlé avec Binge et les équipes, on les a informés, et les actionnaires aussi, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas été vraiment un débat. Moi, ça se fait de manière fluide. Oui, ça s'est fait de manière assez fluide. Et puis surtout, pour moi, ça paraissait, pour Benjamin aussi, assez naturel en fait. Voilà, la naissance d'un enfant, il faut être là. Et alors, toi qui es donc dans ce monde-là, est-ce que tu penses que c'est un sujet qui se développe? Alors, ça va être un peu large de parler du statut de père travailleur, mais de la partie père en tant qu'entrepreneur. Est-ce que, parce que en préparant cet épisode, on a un petit peu regardé, et c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, ou effectivement, moi, c'est quelque chose que je trouve un petit peu désagréable aussi. Quand on en parle, c'est sur le sujet, c'est d'une forme un peu soit voilà, c'est un père entrepreneur, regardez comme il est formidable, soit ouin, les pauvres parents, les pauvres pères qui peuvent rien faire. Comment ça se passe? Est-ce que justement tu as une guilde des entrepreneurs pères avec laquelle tu te rencontres, ou bien est-ce que, je sais pas, il y a des choses qui s'organisent de manière formelle ou informelle sur ces sujets? Tu as des copains entrepreneurs à qui tu en as déjà parlé ou... Honnêtement, non, du tout. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça sympa de partager un peu sur les deux sujets, d'allier un peu les deux sujets. Non, j'en ai vraiment très peu parlé avec d'autres potes entrepreneurs. J'en ai peu qui soient pères. Enfin, voilà, j'ai pas tant de potes entrepreneurs que ça, et qui soient pères, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc peu évoquer le sujet. Moi, c'est juste, pour le coup, j'avais lu, c'est pas non plus le plus grand bouquin de philosophie qui soit, mais j'avais lu La puissance de la joie de Frédéric Lenoir, et qui parlait des clés qui permettaient d'atteindre la joie, notamment dans la relation avec les autres, qui portait une attention particulière à l'attention à l'autre. C'est le fait d'être présent et d'être pleinement présent dans le moment où tu es là avec quelqu'un. Et qui, je pense, est un vrai sujet au moment où on est vraiment tous sur nos smartphones avec des notifs en permanente, et où tu peux hyper vite être déconcentré dans un échange que tu as avec une personne, parce que tu vas moins te connecter à l'autre, et l'autre le ressent. Enfin, vraiment, c'est évident, tu le ressens. Enfin, quand quelqu'un est en train de penser à autre chose, ça se voit. Et du coup, si moi j'ai qu'un conseil, du coup, c'est vraiment de couper en mode avion, ou de laisser son téléphone quelque part à la maison en rentrant, parce qu'en fait, c'est la seule manière et l'unique de vraiment déconnecter et d'être pleinement présent avec ses enfants pour être voilà, le temps où on est là, être pleinement à eux, et pas déconcentré, et parce que sinon on a l'envie. Enfin, voilà, si on garde le téléphone avec soi, on va recevoir une notif, on va recevoir un mail, on va recevoir un appel de quelqu'un, et en l'occurrence on n'est pas chirurgien aux urgences avec des gens qui sont à cœur ouvert sur la table d'opération. Enfin, je veux dire, on fait de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Je veux dire, restons humbles. Ça, restons humbles. Je veux dire, tout le monde peut attendre 2 heures, 4 heures, 6 heures, 2 jours pour qu'on lui réponde. Alors, 2 jours, ça va dépendre des sujets, mais globalement, les gens peuvent quand même attendre. Nos investisseurs, nos clients et les collègues. Mais ça, c'est un sujet effectivement qui dépasse largement le sujet de l'entrepreneuriat et paternité. Mais oui, d'une manière générale, il y a une grosse partie du boulot qui est fait quand on arrive à faire le tri entre l'espace réel que prend l'entreprise. Oui, parce que à un moment donné, si on veut développer quelque chose qui est un peu chouette, ou en tout cas qui nous correspond, oui, il y a du travail, oui, il y a une certaine forme de pression dans certains moments, oui, il y a des contraintes, oui, il y a des difficultés. Enfin voilà, ça c'est la vie de l'entrepreneuriat. En revanche, je souscris totalement à ce que tu dis. Faut essayer de repérer ce qui est de l'ordre de la pression supplémentaire qui est
inutile ou en tout cas pas obligatoire et négociable. Je suis assez d'accord que la majeure partie des mails ou des notifications peuvent attendre peut-être au moins une demi-journée, on va dire ça. Et si c'est pas le cas dans votre entreprise, peut-être que vous avez une culture assez particulière. Alors ça arrive, je connais certaines entreprises comme ça. Mais oui, en tout cas, c'est assez important de pouvoir se le redire. Alors, il y a quelque chose qui est assez notable depuis le début de notre échange, c'est que tu as l'air de porter une attention très forte à l'équilibre en général. Tu parlais de comment est-ce que toi tu fais attention aussi à cultiver une certaine forme d'optimisme, la joie intérieure, comment dans ton couple vous êtes attentif au fait qu'il y a une bonne répartition de la charge mentale, des choses comme ça. Alors j'imagine des fois ça fonctionne bien, des fois c'est plus difficile. Oui, c'est pas tout rose tous les jours. L'intention est là en tout cas. Pareil pour dans la relation avec tes associés. Et ce qui se passe à la fin, c'est que donc bon an mal an, ça se passe pas mal. Force est de constater. En tout cas à la maison. On a vu qu'il y a des petits rappels à l'ordre et que les enfants sont assez bons pour faire ça, même s'ils ne s'en rendent pas compte de comment ils le font. J'imagine que l'entreprise se passe bien. Que soit conscient ou pas, c'est quoi selon toi les ingrédients qui font que jusqu'à présent, on a touché tout le bois disponible, ça se passe bien ou ça se passe vraiment pas mal, on va dire ça comme ça. Ceux qui préfèrent le verre vide ou plein choisiront entre ces deux phrases. C'est une très bonne question. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'abord. Je pense que dans une aventure familiale ou entrepreneuriale, dans les deux cas, il faut avoir de la chance. Je veux dire, on choisit pas d'avoir des enfants en bonne santé ou pas en bonne santé. On choisit pas. Enfin voilà, c'est bête, mais on a la chance d'avoir des enfants en bonne santé qui se développent bien, où tout va bien. Chance d'avoir une femme superbe qui m'accompagne. Qui me soutient surtout et que j'aime pleinement tout le temps, quoi. Donc ça, c'est super. Et c'est la chance de l'avoir, qu'on soit croisés, qu'on soit rencontrés. Et rien que ça, c'est encore de la chance. J'ai la chance d'avoir trouvé une idée avec Benjamin qui soit super. On a la chance d'avoir eu des partenaires qui acceptaient de nous suivre. Enfin voilà, c'est une multitude c'est un concours de plein de circonstances qui nous amènent à être là où on est. On est parti. Je pense que que ce soit pour le coup à la maison ou au boulot, c'est un peu des convictions fortes de se dire voilà ce qu'on veut construire de manière un peu globale et surtout ce qui est important, c'est un truc à la con, mais on va souvent dire ce qui est important c'est le chemin, le but c'est le chemin, et en l'occurrence c'est effectivement la manière, tu vois, c'est les valeurs que tu mets, la culture, j'attache une importance hyper importante à la culture d'entreprise et aux valeurs de la boîte et de la façon dont les gens la vivent au quotidien, et de s'assurer que, et c'est difficile parce que c'est vraiment un boulot assez exigeant et quotidien. Je pense que le fait de faire assez attention à ça, mêlé à de la chance, nous amène là où on est. Honnêtement, je vois pas beaucoup d'autres ingrédients. C'est sans doute un peu cucul la praline de dire des trucs comme ça. Alors, par contre, pour te pousser plus loin un peu dans tes retranchements, parce que c'est mon job de taquiner. Mon job, c'est d'être un Yoda qui met des coups de canne dans les entrepreneurs un peu Jedi. Je pense sincèrement que la chance respecte ceux qui la respectent. Pour paraphraser, en l'occurrence c'est Navo qui dit ça, si je me rappelle bien. Et que oui, mais de la même manière qu'il y a certaines personnes, tu as l'impression que c'est des chats noirs, qu'il leur arrive que des merdouilles, tu as des gens qui ont l'impression que tout leur sourit, c'est des gontans en bonheur. Je pense qu'il y a sinon un déterminisme, en tout cas une attitude ou des choses au quotidien, un effet cumulé de choses au quotidien. T'en as livré une au milieu de tout ce que tu as dit, et on en parlait un petit peu avant, c'est que toi tu es très attaché au chemin plus que alors peut-être pas plus, mais en tout cas tu es attaché au chemin ainsi qu'à l'objectif, et que ça se manifeste au quotidien, notamment au boulot. Tu disais, tout ce qui est de l'ordre des valeurs, de la culture, où est-ce qu'on va, c'est bien, mais comment on y va, c'est vachement important aussi. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Ça, c'est pas un automatisme. Il y a des gens qui sont peut-être des stratèges, qui aiment beaucoup la vision, l'objectif, et qui sont peut-être plus négligents sur le chemin, en tout cas qui mettent moins d'énergie là-dedans. Donc ça, c'est peut-être aussi une partie de ce qui fait que ça marche, parce que ça crée une certaine altérité, un certain lien à l'autre, que ce soit à la maison ou au boulot,
qui crée aussi une forme d'empathie et de voilà, oui, il a besoin de temps pour la naissance de ses jumelles, c'est bien normal, il n'y a pas de souci. Enfin, peut-être, là, je m'avance un peu, mais non, mais t'as raison, sans doute. Et là, normalement, je viens de chahuter parce que tu transpires l'humilité, donc non, mais de t'amener dans les bonnes pratiques de ce qui fait que ça marche, j'imagine, ça, c'est pas un exercice naturel. Mais en fait, je le vois pas comme une force. Enfin, c'est-à-dire que je pense que c'est sans doute plus un trait de personnalité, mais je me dis pas. Quand tu parles d'humilité, je me dis pas waouh, je suis trop fort parce que. Mais en fait, c'est vraiment. Je suis assez authentique en fait dans ce que je fais, dans ce que je suis, et donc ça me coûte pas en fait. Je le fais pas parce que c'est naturel pour le coup. En tout cas, je le fais vraiment pas parce que je pense que c'est important. Je le fais parce que j'en ai envie, quoi. J'en ai envie et ça me plaît. Et j'aime faire ça. Enfin, ce que je préfère le plus au boulot, c'est emmener des gens dans un projet, dans une direction qui me conviennent pleinement. Mais le résultat, il est important. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que la direction dans laquelle on aille, elle soit en cohérence avec mes valeurs, etc. Je vais pas aller, je vais pas être l'objet du crime, tu vois. Mais en revanche, ce qui me plaît vraiment, c'est d'emmener du monde. Pour le coup, ça, j'adore ça. Vraiment. Donc on n'aura pas les autres ingrédients de la recette, pas facile quand c'est naturel. Non, après, c'est là aussi un trait de personnalité sans doute qu'on partage vraiment avec Benjamin. Enfin, moi je sais que je veux dire, tout n'est vraiment pas rose dans l'entrepreneuriat. C'est dur, c'est exigeant, c'est des montagnes russes, c'est un ascenseur émotionnel très 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 fort, surtout au début. Enfin, vraiment, le début pour moi a été le plus difficile, d'autant que moi. C'est combien de temps le début ? Le début, ça a été la première année, vraiment la première année, enfin de juin 2017 à juillet 2018. Après, ça a été dur aussi. Hein. Au début, c'était dur. Après, c'était dur. Si je change mon prisme naturel, qui est plutôt de voir le verre à moitié plein, et je regarde tout ce qui a été difficile, bah voilà, on a passé des moments durs au début. Qu'est-ce qui était dur pour toi la première année ? Pour moi, ce qui a été le plus dur, c'était le premier mois où j'étais seul parce que Benjamin était en procédure pour pouvoir quitter sa boîte. Et alors, ma personnalité est telle que être solitaire, c'est vraiment l'opposé de moi-même, quoi. Donc, enfin, voilà, je suis tout sauf un solitaire. Donc, t'as fait une angoisse de séparation. C'était assez pénible pour moi. C'était assez pénible. Enfin, c'était dur parce que ce que j'aime moi dans l'ascenseur émotionnel, c'est quand on est en joie et tout en haut, c'est de partager ça. En l'occurrence, je partageais le soir au téléphone avec Benjamin. Et quand il y a un truc difficile, on est en bas, c'est de dire mais tout va bien se passer, ça va remonter, tout va bien. Donc la période où tu étais fondateur d'une boîte de 1, ça t'a pas excité, quoi? Non, j'ai trouvé ça dur, vraiment dur. Je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. On est 40. Enfin voilà, c'est un rôle qui me convient. T'es dans une petite tribu. Exactement, c'est un rôle qui me convient beaucoup mieux. Un besoin social, ouais. Exactement. Et du coup, cette période-là était compliquée. Et puis en fait, au début, on est un petit truc qui est en train de germer, qui est au moindre coup de vent peut s'en aller. Donc c'est aussi un projet. Au début, c'est assez fragile, c'est très fragile, et donc il faut vraiment s'armer d'énergie pour faire en sorte de mettre le bon engrais, le bon terreau pour que tout ça puisse pousser dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très 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 exigeant. Et tu penses que justement, ça mettait plus de tension sur la vie familiale à ce moment-là, ou bien non, c'était juste c'est relativement séparé entre guillemets? Moi, je pense que ça a été la période sans doute la plus compliquée. C'est cette période-là qui a été la plus compliquée, notamment pour mon fils aîné, parce que je pense aussi que cette énergie consommée fait qu'on en a quand même. Il y a un moment où la pile elle est pas inépuisable, et en fait, même si on est présent, on a potentiellement un peu moins d'énergie le soir. Mais vraiment, tu parlais des ingrédients là. C'est le fait de quand il y a une merde qui se passe dans une journée. Moi, je préfère qu'elle arrive le soir. Parce que je sais que je me réveille le lendemain matin, je l'ai oublié. C'est-à-dire que pour moi, je vais me dire, fait chier, c'est une bad news, c'est pénible, voilà. Mais le lendemain, hop, on repart. Voilà. On fait plutôt reset, optimiste, et c'est parti. C'est vraiment, c'est une capacité, je pense, qu'on a qui nous permet toujours de remettre une pièce pour redémarrer la machine et relancer et repartir de l'avant. Et en fait,
dans des moments un peu difficiles, c'est important d'avoir cette capacité. Enfin, je pense que c'est une capacité qui est assez présente chez les entrepreneurs et qui est assez importante. C'est naturel pour toi ou ça se bosse ? Alors, pour moi ou... Pour toi, pour toi, là, on va pour parler moi, de toi. T'es le seul entrepreneur que j'ai sous la main. Non, mais je voulais dire, est-ce que c'est des choses qui... Je sais pas. En ce qui me concerne, je pense que c'est assez... En tout cas, j'ai pas l'impression de bosser dessus pour moi. Donc ça ressemble à quelque chose. Voilà, ça ressemble à quelque chose de naturel. En tout cas, ouais, je pense que c'est un peu ma personnalité. Et après, il y a des gens qui il y a des entrepreneurs qui sont hyper orientés résultats, qui construisent des trucs incroyables. Voilà, ça fonctionne aussi, mais c'est un autre écosystème. Ils vont emmener les gens sur d'autres valeurs, ils vont emmener les gens sur une autre promesse. Enfin, je veux dire, je pense et qui auront peut-être pas ce trait de caractère-là. Je pense que ça dépend. Alors ouais, ça c'est une question que je me pose vraiment. C'est alors, je vais te et vous livrer. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais il y a une phrase qui est volontairement clivante que j'aime bien, c'est de dire que globalement, dans la vie en général, c'est là dans l'entrepreneuriat, soit tu es là pour construire un empire, tu es un Napoléon, soit tu essayes d'être heureux, mais ça sera difficile d'avoir les deux. Globalement, Napoléon, il a été heureux 4 jours dans sa vie. Si tu lis sa biographie, c'est une anecdote qui est vraie, il me semble. J'ai pas lu la c'est du bouche à oreille, mais en tout cas voilà. Et à l'inverse, oui, travailler pour avoir un équilibre de vie, ça implique nécessairement que c'est assez compliqué de monter des empires. C'est des choses qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, où on peut légitimement questionner quand on voit des gens comme Elon Musk, sans parler de bonheur, pas bonheur, mais en tout cas, ça demande tellement de sacrifices de construire quelque chose de monstrueux que des fois, c'est pas simple d'aligner les deux. Il y a des exceptions, soyons clairs. Là, ce que tu disais, à juste titre, tu disais, bon bah voilà, l'équilibre est important pour toi, et tu disais, moi, la promesse de Epsor, c'est un certain voyage, une certaine direction, des certaines valeurs, et tu disais, c'est peut-être pas la version grandiose. C'est quelque chose dont toi, tu as conscience, dont vous avez conscience, qui est signifié, qui s'est transformé en choisir certains investisseurs plutôt que d'autres. Enfin, quelle réalité ça a, cette petite phrase que tu as lâchée, entre guillemets ? En fait, dans le choix des investisseurs, un peu, sans doute, mais pas. C'est pas. Honnêtement, ça n'a pas été ça. On pourrait faire un épisode sur le sujet des levées de fonds. J'aurais beaucoup à dire sur le sujet. Sur ça, c'est juste que j'ai l'impression, en tout cas, l'entrepreneuriat au début, je me suis dit, voilà, j'ai clos un chapitre de ma vie où j'ai passé 10 ans dans un grand groupe où je me suis hyper investi, où j'ai adoré, j'ai appris plein de choses. Et voilà, je sors de cette expérience avec à la fois plein d'acquis, des souvenirs de relations hyper fortes avec plein de gens, enfin voilà, de trucs super. Mais voilà, ce chapitre est clos et il y en a un autre qui s'ouvre. Et voilà, ce que j'ai appris du premier, c'est que le deuxième aura aussi une fin et que c'est pas grave. Mais et en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre, de vivre sur le moment et pas. Enfin, je me dis pas c'est difficile et ça va me permettre dans 30 ans d'avoir un moment agréable. Enfin, surtout pas. Enfin, sinon c'est l'enfer. Enfin, parce qu'on n'est pas sûr qu'on sera encore là dans 30 ans. Enfin voilà. J'ai autour de moi vécu l'expérience de gens qui ont investi un temps de ma boule et puis en fait malheureusement ils ont pas été présents pour vivre la suite et du coup c'est un peu dommage. Donc j'ai envie de vivre un chapitre heureux parce que j'y vis mais en l'occurrence je sais pas quand il y aura une fin de chapitre. On en a parlé, on en parle souvent avec Benjamin. Au début on se disait tous les deux c'est parti, on va construire un empire. Enfin, en fait, on va construire un empire avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut faire d'Epsor et toutes les montagnes d'idées qu'on a pour développer la boîte. Mais peut-être et maintenant, on se dit, on verra. C'est-à-dire qu'on verra ce qui va se passer. On nous demande souvent, c'est quand est-ce que vous faites une série B, une série C, est-ce que vous ferez d'autres levées, est-ce que si demain quelqu'un vous propose de vous racheter, vous y allez. On verra. Honnêtement, en fait, on verra. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on vive un truc qui nous éclate, où on se marre, où on apprend, où on emmène des gens, où on adore ce qu'on fait. Enfin voilà, où on vit un moment super. Et j'ai envie de le vivre. Je trouve que la vie pro prend trop de temps pour vivre une vie pro pénible, quoi. Et donc,
tant mieux de pouvoir vivre ça. Je pense que malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire et c'est important d'essayer de faire en sorte que ce soit la possibilité de tout le monde. Mais en l'occurrence, nous, voilà, en tout cas, je m'éclate au quotidien et j'ai pas envie du tout que ça change. Et peut-être que ce sera le moment de clore ce chapitre-là le jour où je m'amuserai plus. Et peut-être que je m'amuserai plus parce qu'on est trop nombreux, parce qu'on est moins dans un développement intense, parce qu'on a des actionnaires qui seront plus les mêmes et avec qui ça fitera plus. Ben voilà, on verra. Il y a du matériel pour faire encore effectivement 3 autres épisodes, mais c'est juste une petite, je pense que c'est des situations, mais un petit point que j'aimerais soulever, parce que c'est un point très juste que tu soulèves. Comme on en parlait avant, moi je milite vraiment férocement pour qu'on arrête d'uniformiser ce que ça veut dire être entrepreneur et qu'on puisse parler de tous les cas de figure différents parce qu'ils sont nombreux, même en start-up. Et par exemple, celui que tu soulèves est très juste parce que ce qu'il y a à peine en creux dans ce que tu dis, c'est aussi de laisser la porte ouverte à des situations du type peut-être qu'un jour Epsor va devenir une très très belle et grande boîte et que moi j'aurai peut-être moins envie d'être dans la boîte à ce moment-là ou pas de la même manière parce que c'est un autre parce que la vie est trop pénible et que quand tu es ton propre boss et que ton boulot est nul, c'est quand même un peu de ta faute à la fin des compteurs et que peut-être que c'est ok. Et ça ouvre tout un tas de discussions qui sont relativement tabous, du genre quand on est fondateur, est-ce qu'on est censé rester dans la boîte ad vitam aeternam ou pas? Est-ce qu'on doit lâcher les rênes? Est-ce qu'on est la meilleure personne pour construire de 0 à 1, de 1 à 10, de 10 à 100? Peut-être pas. Et ça, c'est vachement, je trouve, très sain. Alors peut-être que je tire trop la ficelle là, mais le fait de dire quand on s'attache à faire en sorte que le trajet soit agréable et que toutes les personnes qui soient dans le trajet trouvent le trajet agréable, parce que ça c'est aussi ça les valeurs, toutes les personnes qui font partie de la boîte, c'est mieux que d'attendre de se dire je bosse comme un chien pour que dans 30 ans ça soit peut-être bien quoi. Ouais. Oui, et puis alors soyons clairs, petite parenthèse parce que je m'entends parler. C'est aussi un privilège de dingue. Il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas le loisir de réfléchir de cette manière-là. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On en parlait depuis tout à l'heure. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est d'abord un vrai privilège. Et puis ça dépend aussi des besoins de la boîte, du marché, de ce que ça donne. Mais moi, je suis hyper fier de voir des gens se développer dans l'équipe de manière... incroyable, des pépites qui se révèlent et tout, et en fait il faut se faire pousser par ces équipes pour soi-même être dans un nouveau rôle. Enfin, je veux dire, notre rôle avec Benjamin et Julien, notre troisième associé, dont j'ai assez peu parlé jusqu'à maintenant, on pourrait presque en parler justement sur ce sujet de son rôle et d'être capable de changer de casquette, puisque c'est ce qu'il a fait au sein de la boîte. En fait, c'est sain de devoir se poser la question de quelle est sa valeur ajoutée dans le collectif et de se dire potentiellement ma valeur ajoutée elle est ailleurs quoi. Enfin, elle est d'en sortir. Enfin, en tout cas j'en apporte plus suffisamment. Alors, pour l'instant c'est peut-être restons calmes, ça fait 2 ans que ça existe. J'ai pas l'impression qu'on en soit arrivé à ce stade-là. Je pense que c'est difficile de prendre conscience que c'est le moment quand c'est le moment, sinon c'est difficile. Parce que je pense que c'est quand même vraiment des rôles très différents au fil de l'eau. Ça dépend du développement de la boîte. En l'occurrence, il y a des métiers moi que je préfère faire. Enfin, c'est plus facile aussi de faire du développement que de faire du. Ça dépendra de la vie d'Epsor, quoi. Si à un moment on vit des périodes difficiles, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit les vrais capitaines en pleine tempête, mais les capacités de chacun sont limitées, donc on n'est pas forcément toujours le meilleur sur certains sujets. Bon, Julien, on va arriver à la fin de cet épisode. On rebouquera ton agenda pour en faire encore 8 sur les autres sujets. S'il y a des personnes, des entrepreneurs ou pas d'ailleurs, qui ont écouté le podcast et qui veulent te joindre, étant entendu que tu n'as pas un temps extensible à l'infini, on imagine bien, c'est quoi la manière la plus simple alors mettez un petit mot, dites que vous avez écouté le podcast, qu'ils ne disent pas juste que c'est du démarchage à la sauvage. C'est quoi le meilleur canal pour te parler ? Le meilleur canal, je suis un peu à l'ancienne, c'est mon mail tout simplement. D'accord. Ou LinkedIn, ça fonctionne pas mal. Mon mail c'est julien.niquet@epsor.fr. On le mettra dans les commentaires de cet épisode. Et je suis assez réactif pour le coup si on me contacte, et je suis toujours assez preneur de partager en plus pour le coup. Donc,
peut-être l'occasion de créer le club des pères entrepreneurs pour avec les bonnes le club des papas pour les bonnes pratiques partagées. Ouais. Je suis déjà on est déjà adhérent avec ma femme, elle a jumeaux et plus pour les parents de jumeaux ou de multiples. Est-ce que ça se passe comme les alcooliques anonymes, genre oui, les gens s'appellent Julien et machin et on a des jumelles? En l'occurrence, il y a un groupe Facebook qui fonctionne assez bien et qui donne beaucoup de types jumeaux. Ouais, de bons conseils et qui rassure et qui permet un peu de partager les moments de frayeur, notamment à l'annonce de eh ben non, il y en a deux. Voilà. Mais c'est des bons moments. Tu connais la question rituelle de fin d'épisode. Je te la rappelle, tu sais qu'on est très friand de tout ce qui permet aux entrepreneurs de lâcher 2 minutes leur costume de super-héros, ce que tu as fait avec brio. Hein. C'est pas facile tous les jours, mais en même temps, c'est très chouette aussi. Donc, c'est plus dans la nuance de gris que tout noir, tout blanc. Et donc, plus que des super-héros, pour nous, les entrepreneurs sont des Jedi et des héros ordinaires avec leur côté sombre. Si tu regardes un petit peu dans ton côté obscur, dans ta part d'ombre personnelle, si tu t'autorises à le faire sans le juger, qu'est-ce que tu penses que tu y verrais? C'est une très bonne question. Et par rapport à c'est peut-être justement lié à ce sujet super-héros, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout je ne pense pas du tout en être un et j'ai pas du tout envie d'en être un. Mais en fait, on peut assez facilement nous mettre ce costume-là en tant qu'entrepreneur, surtout en ce moment. L'entrepreneuriat est quand même très à la mode, donc on peut avoir ces casquettes-là. Les gens ont l'impression que c'est toujours hyper bullish, que tout va toujours bien, que c'est que des trucs positifs. En fait, non. Globalement, c'est aussi gérer pas mal de merde. Et à la maison, il y a aussi ce volet-là, c'est-à-dire que dans le regard de mes enfants, on est une forme de super-héros parce que on peut faire plein de trucs, on est plus grand, on est plus fort, etc. C'est papa, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, je pense que ma principale difficulté, c'est justement d'accepter le fait de ne pas en être un et c'est un peu la peur de décevoir finalement, parce qu'on c'est difficile d'être partout tout le temps. En l'occurrence, j'aimerais avoir encore plus d'énergie et de temps. Et ça, pour une personnalité qui est très sensible à l'autre et surtout pas solitaire, c'est assez difficile, à la fois vis-à-vis de la famille, du boulot et tout l'entourage, amis et le reste de la famille. Et tu arrives à travailler, alors je vais moins me prononcer du côté père, parce que pour des jeunes enfants, surtout l'image d'un père ou d'une mère, c'est quand même c'est structurant, donc je te cache pas que ça va être un peu difficile de leur expliquer. Vous savez, papa il en chie, c'est difficile, pas tout, voilà. Mais du côté entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose consciemment sur lequel tu essayes de travailler, ou bien juste tu vois que le costume de l'entrepreneur à qui tout réussit, tu le portes et tu sais que tu le portes, comment ça se passe? J'essaie surtout de rester assez humble par rapport à ça et de garder les pieds sur terre parce que en l'occurrence, si je veux parler de ce genre, si on parle d'entrepreneuriat à des enfants, en l'occurrence, s'ils s'en foutent, ils comprennent rien, et du coup c'est une très bonne manière de se ramener les pieds sur terre et surtout on sauve pas des vies et c'est pas si simple et à la fois je suis fier de ce qu'on fait, mais je suis hyper fier de ce que font plein de gens. Voilà, donc je suis pas le sentiment d'être un super-héros. Une bonne manière d'atténuer le côté super-héros. Ouais. Écoute Julien, déjà bonne chance. Merci. Pour la suite. On fait un petit salut à ta femme, à toute ta petite famille et à toutes les personnes qui se sont reconnues dans tout ce qui a été dit. Et puis j'aurais grand plaisir à suivre la suite de tes aventures perso, Inch'Allah, si on va boire un pot et pro. Et puis on se te dit à une prochaine fois. À bientôt. C'est Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.